Bonjour, bienvenue sur Mediapart pour un nouveau numéro de la collection Un monde à vif. Aujourd'hui, nous allons nous préoccuper des élections législatives qui ont eu lieu en Israël le 9 avril dernier. À l'heure où nous nous parlons, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, semble en mesure de former un nouveau gouvernement. Et on va parler de ces résultats, de ce qu'ils veulent dire de la société israélienne, de ce qu'ils impliquent aussi dans la région. Et on va en parler avec Alain Dikoff. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du CERI à Sciences Po. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'État d'Israël. Vous y avez consacré plusieurs articles, ouvrages. Nous recevons aussi Johan Deas. Bonjour. Donc vous êtes politiste, vous avez été humanitaire à Gaza et vous travaillez en tant que chercheuse sur les stratégies des diplomaties émergentes vis-à-vis de ce conflit israélo-palestinien et des tentatives de le résoudre, tentatives répétées depuis des décennies. Et puis enfin avec nous Thomas Cantaloube, que les lecteurs de Mediapart connaissent bien puisqu'il est journaliste dans la rédaction et couvre les questions internationales et notamment l'actualité israélienne. Et Thomas, tu reviens donc de plusieurs jours de reportage en Israël où tu as suivi toute une partie de la campagne donc, qui a été chroniquée à Mediapart. Je renvoie à tes articles, mais je voulais qu'on revienne avec toi pour démarrer cette discussion. D'abord sur l'ambiance que tu as ressentie sur place. À lire tes papiers, on voit quand même une ambiance assez, en tout cas en termes politiques, assez délétère, c'est-à-dire une campagne avec des fausses informations, beaucoup de violence dans l'expression, le recours aux mensonges. C'est assez préoccupant quand on te lit. Oui, il y a une campagne, c'est ce que disaient la plupart des Israéliens sur place, que la campagne était très sale. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu une campagne d'une telle intensité, d'une telle violence, principalement verbale. Et en fait, cette violence venait du camp de Netanyahou, puisque Netanyahou est poursuivi, enfin, il doit être mis en examen pour trois plaintes, trois affaires différentes. Donc il était vraiment un peu aux abois par rapport à ces affaires judiciaires. Il y a une nouvelle coalition que là-bas ils appelaient de centre-gauche, mais qui est plutôt de centre-droit, qui s'appelait les Bleus et Blancs, menée par l'ancien général Benny Gantz, qui montait très haut dans les sondages. Donc il sentait un peu vraiment sa réélection menacée. Et du coup, il a un peu ouvert les vannes, beaucoup sur les réseaux sociaux, en manipulant, en produisant notamment un certain nombre de fake news, de fausses nouvelles, puisqu'il a accusé Benny Gantz d'être instable psychologiquement, d'avoir été un coureur de jupons, et tout ça sans apporter le moindre début de preuve ou quoi que ce soit. C'était vraiment des accusations balancées comme ça, reprises par la presse israélienne dans un torrent où... à la différence des élections françaises, par exemple, on est très très attentif aux sondages dans les élections israéliennes. Ça bouge beaucoup, on réagit à un sondage, dans le moment ils ajustent leur discours, leur stratégie, etc. Donc du coup, ça crée une tension de campagne assez forte, d'autant plus que, on l'a encore vu, les sondages israéliens ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Et voilà, donc néanmoins, tout le monde les regarde, mais ils donnent des fausses indications. D'accord. Mais alors, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, Netanyahou, donc c'est le numéro 1 du Likoud, donc qui est le plus grand parti de la droite israélienne, grand parti de gouvernement, et justement en raison de tous les déboires judiciaires qu'il avait, c'est vrai que d'un point de vue un peu lointain, on peut se dire tiens c'est fou. En plus, il gagne des sièges. C'est-à-dire non seulement il est au pouvoir, il gagne des sièges. Est-ce qu'il y a aussi des facteurs outre cette campagne assez sale que tu décris? Est-ce qu'il y a des facteurs liés à la bonne santé économique du pays, au contexte sécuritaire qui peut éventuellement satisfaire une majorité de la population? J'imagine que ce sont des ingrédients qui ont forcément joué. Voilà, il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur déjà, donc il y a la tête du Likoud, le parti conservateur. Je crois que ça fait à peu près 96 ans qu'il existe le Likoud. Il n'a connu que 5 leaders en fait en 96 ans. Donc c'est un parti qui, voilà, quand ils ont des leaders, ils les gardent et ils les changent pas facilement. C'est très légitimiste. Donc voilà, Netanyahou est le leader du Likoud, donc on le soutient. Premier facteur. Deuxième facteur, effectivement, Netanyahou finalement, par rapport au conflit israélo-palestinien, dont on disait depuis des années que si on ne le résolvait pas,
l'économie israélienne s'effondrerait, il n'y aurait plus de sécurité en Israël, eh bien, il a montré qu'en ne résolvant pas le conflit, en gelant finalement la situation, en maintenant ce qu'on appelle le statu quo, eh bien, l'économie, ces dernières années, a bondi. Il n'y a plus d'attentats dans les rues de Tel Aviv comme il pouvait y en avoir dans les années 2000. Et donc, quelque part, les Israéliens lui ont son gré de ça. Et il y a un troisième facteur, mais je pense qu'on le développera un peu plus, qui est un basculement à droite de la société israélienne, qui a plusieurs raisons. Mais une partie de ces raisons étant l'immigration de l'ancien empire soviétique et d'Europe plus récemment. Mais voilà, il y a eu un basculement à droite de la société israélienne qui fait que Netanyahou, finalement, il reste la personne incontournable dans le jeu politique israélien. On va y venir sur ce tournant à droite qui est déjà ancien. Peut-être un mot sur éventuellement les réactions internationales qu'il y a eu à la réélection de Netanyahou. Est-ce que la plupart des chancelleries s'y attendaient? Au fond, bon, il n'y a pas de surprise, ou est-ce qu'il y a quand même de la gêne à devoir composer avec ce personnage? Non, je crois qu'il n'y a pas de gêne particulière. De toute façon, il est élu, il aura une majorité, et c'est certainement lui qui va constituer la prochaine coalition. Je voudrais peut-être quand même insister sur quelques éléments. C'est la 4e fois qu'il est réélu de façon consécutive. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça veut déjà dire que le phénomène d'usure ne fonctionne pas pour lui. Ce qui est quand même pas évident. C'est assez rare dans des démocraties. De façon générale, et puis en Israël encore davantage. Ça n'est plus arrivé depuis les années 1950. Voilà. Donc ça, c'est quand même un indicateur intéressant de la configuration générale. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû en partie, je crois qu'il faut le dire, il a un talent politique indéniable. Il a joué, c'est vrai, sur le renforcement des clivages dans la campagne électorale. Il a joué un petit peu presque un peu l'hystérisation un petit peu de certaines questions. C'est vrai qu'il a été très violemment critique de Gantz, allant quand même jusqu'à dire que il n'était pas vraiment l'homme qu'il faut pour assurer la sécurité. Bon, je pense qu'il a quand même un peu plus de savoir-faire et d'expérience militaire que Benjamin Netanyahou. Mais bon, Benjamin Netanyahou, de ce point de vue-là, a du culot, quoi. Voilà, il n'hésite pas à dire des choses qui a priori peuvent paraître un petit peu étonnantes, mais ça ne les porte pas tort. La preuve. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment dire. Et en effet, il a non seulement maintenu le Likoud, mais il lui a fait gagner des sièges. Et ça, il l'a fait sur un autre plan, et on l'a vu très clairement vers la fin de la campagne. En gros, il a essayé de jouer au maximum la mobilisation autour de lui, en disant que ceux qui se reconnaissaient de près ou de loin au Likoud, même s'ils pouvaient peut-être avoir une sorte d'affinité de cœur vers des partis qui étaient encore plus à droite, comme le parti de la Nouvelle Droite, qui finalement n'a pas eu d'élu, parce qu'il n'a pas franchi le seuil électoral, il devait voter pour lui malgré tout, parce que le jeu, c'était vraiment pour ou contre moi. Et ça a marché, parce que je pense que l'échec de ce parti de la Nouvelle Droite, dirigé en particulier par Naftali Bennett, est dû au fait que certains électeurs l'ont délaissé pour voter Likoud, pour voter utile, quoi, voilà. Il y a eu un vote utile, c'est ça qui est intéressant. Oui, il y a eu un vote utile. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire le vote proportionnel quasiment intégral, il y a eu un phénomène de vote utile. Voilà, le vote pour bleu et blanc, donc pour le parti de centriste, a été aussi beaucoup un vote utile, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, oui, c'est pour ou contre Netanyahou, donc si on est contre, plutôt que perdre nos voix vers des partis à gauche qui auront peut-être 4 ou 5 députés, ce qui a été en effet le cas, votons pour lui, quoi. Ouais, mais justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur bleu et blanc. Peut-être je me tourne vers Johan Deas, puisqu'on a l'impression qu'en fait ça pouvait être un défi pour Netanyahou, parce que c'était incarné quand même par quelqu'un qui avait une stature militaire, donc qui pouvait être rassurant d'un certain point de vue, en tout cas pour un électorat modéré, voire conservateur. Mais en ce qui concerne justement l'agenda sécuritaire, les droits des Palestiniens, on avait l'impression que c'était à peu près pareil, les outrances et la corruption en moins, quoi. Est-ce que je caricature trop en disant ça? Non, pas du tout. Je pense que c'est justement le gros problème de ces élections, c'est-à-dire qu'on a eu un déplacement du débat vers la droite. À savoir que la question, par exemple, du processus de paix, qui était une question qui était clairement prise en compte et qui était clivante dans le débat électoral par le passé, n'existe plus. Et M. Gantz a laissé Netanyahou mettre en place et en tout cas décider des termes du débat électoral et n'a pas réussi à imposer son propre agenda d'ailleurs qui n'existe pas vraiment puisque c'était un parti qui n'existait pas il y a 3 mois, une coalition de partis qui n'existait pas il y a 3 mois. Donc M. Gantz a fait cette erreur stratégique à la fois de laisser
Netanyahou définir les termes du débat et en plus d'essayer de chasser sur ses propres terres en ne les maîtrisant pas. À savoir que on ne va pas aller siphonner des voix de droite sur un terrain aussi miné que celui du Likoud quand vous savez que vous avez en face de vous un adversaire politique absolument redoutable. Et c'est une stratégie qui a desservi M. Gantz effectivement, car ça l'a entraîné dans une stratégie rhétorique de surenchère identitaire, nationaliste et populiste, en essayant d'apparaître comme pour se défendre des accusations de mollesse qui ont été effectivement mises en avant par le camp du Likoud. Il a essayé de se défendre de ça en se montrant comme un homme fort qui a été le chef d'état-major des armées de la guerre de Gaza en 2014, en se vantant d'avoir atteint un certain nombre de milliers de cibles à Gaza, alors qu'on sait que d'après les statistiques de l'ONU, cette guerre a fait plus de 2000 morts, avec donc 80% non pas de terroristes mais bien de civils, dont parmi ces 80% 500 enfants, ce qui constitue quand même un crime de guerre. Donc effectivement, là où on s'imaginait un petit peu revoir une discussion autour de ce qui pourrait être l'avenir du processus de paix, cette discussion n'a pas eu lieu. La question palestinienne a absolument disparu du débat politique israélien à l'heure actuelle, et elle s'est remplacée par est-ce qu'on maintient le statu quo, à savoir la poursuite de l'occupation, ou est-ce que on va vers une annexion et on va vers vraiment quelque chose de toute façon qui se mijote depuis des années, puisque c'est le projet politique de la droite et de l'extrême droite qui ne s'en cache plus, qui ne s'en cache pas, et qui ne s'en cache effectivement de manière rhétorique plus du tout à l'heure actuelle. On a enfin le mot annexion qui a été prononcé par la bouche de Netanyahou, mais c'était quelque chose qui était déjà là en 2017 avec le projet de loi de régularisation qui projetait en fait, qui préparait justement l'annexion de la Cisjordanie. Mais quand vous vous baladez à Jérusalem-Est, pardonnez-moi du terme, quand vous vous promenez en tout cas, que ce soit à Jérusalem-Est qui est annexé de facto depuis 1967 et la guerre des 6 jours, ou en Cisjordanie, vous avez maintenant 650 000 colons comprenant Jérusalem-Est et la Cisjordanie. La zone C de la Cisjordanie où sont implantées la plupart des colonies est pas inaccessible, mais en tout cas extrêmement compliqué d'accès pour les Palestiniens. Et vous, quand vous êtes sur le terrain, vous avez de facto déjà une annexation, à savoir que vous avez un maillage routier, d'infrastructures tellement dense que quand vous êtes palestinien et que vous voulez voyager dans la Cisjordanie, qui est censée de facto vous revenir selon les accords d'Oslo, c'est extrêmement compliqué. Donc l'annexion, elle est de toute façon ici. C'est encore en fait un élément de langage qu'il faut. Je vous laisse réagir. Juste sur un point, sur la stratégie de Benny Gantz. Je pense qu'il n'avait pas vraiment d'alternative en réalité. C'est-à-dire que s'il voulait essayer de rassembler le maximum, je pense qu'il a fait un bon score. Oui, tout à fait. Justement pour un novice en politique. Pour une formation aussi jeune. Oui, bon, il pouvait compter sur le parti Yachati de Yair Lapid, qui était dans la coalition, qui était plus ancien, qui était déjà là, député à la Knesset. Mais sinon, tous les autres, c'était des novices. En tous les cas, les têtes de liste. Arrive à 35 sièges avec ça, c'est plutôt bien. Et ça, il ne pouvait le faire, à mon sens, étant donné la configuration de la société israélienne aujourd'hui, il ne pouvait le faire qu'en ayant un discours qui soit relativement centriste, qui évite le maximum les points de cristallisation, en particulier sur la question du processus de paix. Moi, je suis tout à fait convaincu que s'il avait eu un discours auquel, d'ailleurs, peut-être il n'adhère pas, peut-être que ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'il pensait, mais s'il avait eu un discours, disons, plus marqué en disant nous allons reprendre la négociation avec les Palestiniens, perspective des 2 États, etc., il aurait eu beaucoup moins de sièges. Oui, donc, il épouse vraiment la société palestinienne. Il épouse israélienne. Tout comme il a nourri. Du coup, je voulais vous entendre là-dessus, parce qu'on va venir justement sur les implications par rapport aux hypothèses d'annexion, etc., mais par rapport à l'état de la société israélienne, puisque vous avez abordé le sujet. Thomas, tout à l'heure, tu as évoqué déjà cette droitisation de moyen ou long terme de la société israélienne. Tu écris dans ton papier que la gauche en Israël, maintenant c'était à peine 1/10 des électeurs qui s'étaient déplacés aux urnes. C'est extrêmement faible. Et tu commençais à évoquer des raisons, notamment sociodémographiques. En fait, est-ce qu'on peut revenir peut-être là-dessus, puisque je ne sais pas s'il y a un point d'accord là-dessus sur le fait que ce serait du coup une droitisation qui serait structurelle avec des ressorts pour le coup de long terme, puisque ça
concerne des générations et des cohortes entières, en tout cas. Il y a une enquête qui m'a beaucoup marqué, qui a été réalisée par un think tank israélien en dehors des élections. Et en gros, voilà, il a demandé où se situaient les Israéliens sur une échelle politique. Et en gros, dans la plupart des démocraties, on fait ce genre d'études, on a un tiers de gens qui se positionnent à droite, un tiers à gauche et un tiers au centre, grosso modo. Dans toutes les démocraties, c'est ça. En Israël, il y a 52% des gens qui se positionnent à droite, 26% au centre et 12% à gauche. Donc on part de ça. Il y a une forme d'exception dans le paysage des démocraties consolidées. Et les gens, à 52%, se déclarent de droite, et c'était reflété dans le résultat de l'élection, puisqu'on arrive à peu près à ce résultat. Donc voilà, il y a vraiment ce positionnement très fort à droite, et ça m'a fait penser, en fait, c'était il y avait quelque chose comme le vieux slogan de Mitterrand, quand, je sais plus quelle réaction, c'était au secours, la droite revient. Et là, c'était un peu l'inverse. 88. Voilà, le slogan de Netanyahou, c'était au secours, la gauche risque de revenir. Et ça a fondamentalement fait peur, entre guillemets, aux électeurs qui l'ont reprolongé pour, effectivement, comme le disait Alain Dikoff, un mandat d'une durée exceptionnelle en Israël, mais dans la plupart des démocraties. Donc voilà. Alors après, sur la question sur la société israélienne, je pense qu'Alain Dikoff s'y connaît mieux que moi, mais ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, c'est les migrations venues de l'étranger après l'effondrement de l'Empire soviétique, qui sont beaucoup des gens qui rejetaient le socialisme sous toutes ses formes, que ce soit la social-démocratie ou évidemment le communisme, et donc du coup des gens très à droite. Et la deuxième vague de migration, plus dans les années 2000 aujourd'hui, des gens qui font leur alia, qui reviennent en Israël, et qui pour le coup aussi sont très marqués à droite. Alors moi je pense qu'en effet il y a trois groupes essentiels qui font la force, et là je pense qu'en effet c'est structurel, qui font la force de la droite et de ses alliés, disons du bloc de droite grosso modo, et qui font que arithmétiquement ça devient extrêmement compliqué pour je dirais les opposants, la gauche traditionnelle et les centristes même, de pouvoir s'opposer à cette droite. Pour le moment ça peut changer, mais il y a quand même des éléments structurels lourds. Je pense qu'en effet, l'immigration des Juifs qui sont venus de l'ex-Union soviétique dans les années 90 a un résultat. Il faut quand même rappeler que c'est 900 000 personnes qui sont venues. Ça veut dire 20% du corps électoral. Donc ça compte. C'est énorme. Ça compte. Donc ça, c'est le premier groupe. Ça, c'est le premier groupe. Il est clair qu'il est... Alors, il est intéressant sociologiquement parce qu'il n'est pas du tout religieux, mais il est très nationaliste. Voilà. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe des religieux. Les sionistes religieux, plus les ultra-orthodoxes, qui ont en particulier le deuxième groupe une démographie extrêmement importante. Ils représentent aujourd'hui 12% de la population. On estime... Pour que les gens comprennent, soyons clairs, ils font plus d'enfants en fait. Beaucoup plus. Pour des motifs religieux. Les familles ont 7-8 enfants, grosso modo. Hein. On estime que... Il y a une étude qui a été faite récemment qui estime que dans une période de 5 à 10 ans, à peu près la moitié des enfants à l'école, au primaire, seront religieux. Eh ben oui, ça a des conséquences tout ça, la moitié des enfants religieux. Et le troisième groupe, c'est le groupe historique qui soutient le Likoud depuis 1977. Depuis 1977, il ne change pas. C'est la première grande victoire électorale du Likoud. La première victoire du Likoud, la première alternance en réalité, où la gauche travailliste, à l'époque avec Pérez, avait perdu les élections. C'est le soutien historique du Likoud. Ce sont les milieux populaires, originaires, qui étaient des Juifs, voilà, essentiellement du Maghreb ou d'Irak, qui ont soutenu à l'époque Menachem Begin, qui était le leader du Likoud, et qui avait voté pour le Likoud parce que ils estimaient avoir été, surtout les enfants en fait des immigrants qui étaient arrivés dans les années 50 et 60, estimaient avoir été maltraités par l'establishment travailliste, et donc par réaction ont voté pour Begin, qui en plus, tout en n'étant pas religieux, était un peu traditionnaliste, ce qui allait assez dans le sens de ce que les Juifs orientaux pensaient. Ben, ce qui est absolument remarquable, c'est que les enfants de ceux qui votaient en 77, voire leurs petits-enfants, continuent à voter pour le Likoud. Il y a une sorte de vote identitaire en réalité. Et même s'il va contre leurs intérêts matériels, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont dans des villes où ils vivent assez chichement, qui pourraient donc quelque part peut-être être sensibles parfois à un discours plus social,
porté par certains éléments de la gauche, mais en fait non, pas du tout. Il continue à voter pour le Likoud, même si ensuite il met en œuvre des politiques néolibérales qui quelque part va les toucher de plein fouet. Donc ça c'est pas rationnel en fait, c'est une identification. Et parce que il y a une dimension émotionnelle qu'il faut pas négliger là-dedans et affective d'attachement au Likoud. Et ça, la gauche, quoi qu'elle arrive à faire, ou même le centre en fait, a un mal de chien à pouvoir renverser la vapeur. Et ça, c'est quelque part ça, Netanyahou, il en bénéficie, c'est évident. Alors, on comprend bien. Pour celles et ceux qui ont un peu de mémoire, c'était en 2011, il y avait eu ce qu'on appelle la révolte des tentes, où il y avait eu quand même des mobilisations assez significatives à l'échelle du pays contre les inégalités. C'était beaucoup porté par la jeunesse. De tout ça, il reste rien. Ça n'a pas été une fenêtre d'opportunité pour essayer de porter un agenda différent, justement. Justement, et ça a été d'ailleurs l'un des grands échecs de la gauche sioniste, qui d'ailleurs a complètement implosé lors de ces élections, c'est de ne pas avoir été capable d'imposer encore une fois dans le débat politique les questions sociales, qui sont pourtant des vraies questions, à savoir que Israël est l'un des derniers pays, des pays les plus mal classés au niveau de l'indice Gini, qui est l'indice qui calcule les inégalités sociales dans un pays, des pays de l'OCDE. Et c'est des vraies questions sociétales qui doivent être adressées, qui sont complètement camouflées par effectivement la question de la peur de l'ennemi, de faire bloc, cette espèce d'esprit d'assiégé de forteresse il faut faire bloc, il faut se réunir derrière le drapeau contre l'ennemi, et donc cette espèce de ce que Sylvain Sipel appelait d'ailleurs le basculement de l'opinion publique vers une mentalité vraiment coloniale où tout ce qui est vu comme une concession potentielle à l'ennemi est quelque chose d'absolument inconcevable en fait. Donc plutôt que effectivement d'aller répondre à des questions sociales qui sont des vraies questions, qui effectivement étaient soulevées pendant la révolte des tentes, notamment qui était effectivement sur le boulevard Rothschild, on se souvient de ces images assez impressionnantes, il n'en reste pas grand-chose, puisque le camp de la gauche israélienne de manière générale à l'heure actuelle, étant donné l'état des débats politiques et de glissement vers la droite, quand on est de gauche à l'heure actuelle et qu'on parle même juste de la question palestinienne, on se fait traiter de traître. On en est là. On en est au fait que Gideon Lévy a des menaces de mort et a dû prendre des gardes du corps. Gideon Lévy, qui est un célèbre éditorialiste et journaliste au journal Haaretz, qui est effectivement très très à gauche, mais qui représente encore une fois la liberté de la presse en Israël, qui existe, a dû prendre des gardes du corps. Il y a des menaces de mort effectivement sur sa personne. Il y avait un économiste israélien qui me disait on ne gagne pas une élection israélienne sur la question économique. Et de facto, dans une élection israélienne, on parle quasiment pas d'économie, alors que en France, dans d'autres élections aux États-Unis, on parle du déficit budgétaire, de dette, de fiscalité, d'inflation, de points de PIB. En Israël, pas du tout. C'est quelque chose qui n'intervient quasiment pas. Et aucun des partis n'a été d'ailleurs capable de parler aux classes populaires. Ça a été dans toutes les analyses. C'est-à-dire que ça soit Gantz, que ça soit même le parti, le nouveau leader qu'on avait mis à la tête du Parti travailliste pour justement espérer gagner un petit peu les classes populaires, d'appeler un petit peu justement aux classes populaires. Il n'a pas été du tout capable de justement formuler un discours qui soit un discours crédible et audible sur les questions sociales. Et c'est un vrai problème. Sur les travails, justement, je voulais m'arrêter là-dessus. C'est un peu mon obsession social-démocrate pour avoir travaillé sur la social-démocratie jadis. Mais quand même, j'ai été frappé. C'est-à-dire que c'est un déclin qui vient de loin, bien sûr. Ils étaient déjà pas très haut avant. Mais là, quand même, il faut rappeler, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est quand même le parti qui a présidé à la naissance de l'État d'Israël, qui a donné plusieurs premiers ministres, vous l'avez dit, jusqu'en 77, et qui ensuite à nouveau participé à un jeu d'alternance avec le Likoud. Là, c'est à l'élection du 9 avril, ils étaient à 4,5%, en 6e position. C'est-à-dire qu'ils étaient à quelques dixièmes du petit parti Meretz, qui était vraiment la petite gauche israélienne. C'est une catastrophe sans nom pour ce parti. Alors évidemment, ça reflète des difficultés du centre-gauche de façon générale en Occident, mais là, il y a quand même des causes domestiques très puissantes pour expliquer un tel effondrement, quoi. Alors, je pense qu'il y a deux choses dans le score, en effet, ridiculement bas du Parti travailliste, c'est-à-dire 6 députés, et c'est devenu un petit parti, là, pour le coup, clairement. Il y a deux raisons. Il y a un déclin ancien. Qui a vraiment lieu depuis 20 ans maintenant, depuis les années 2000, depuis en fait la dernière fois qu'ils avaient un Premier ministre à la tête, c'est-à-dire depuis que Ehud Barak était Premier ministre, il est parti en 2001. Bon. Donc depuis ce moment-là, il y a un déclin électoral, il y a eu une succession de présidents du parti, je crois qu'ils en sont à 7 ou 8, enfin c'est vraiment colossal, sans que le changement ne se traduise par un rebond. Donc là, il y a un déclin à long terme. Pour cette élection, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, c'est-à-dire que certains électeurs
qui votaient travaillistes ont choisi bleu-blanc cette fois-ci. Ça, c'est clair. C'est-à-dire ils ont choisi de voter utile. C'est le mécanisme de voter utile que vous évoquiez tout à l'heure. Ils ont voté utile. C'est-à-dire que parce que on regarde le nombre de sièges qu'ils avaient aux dernières élections, ils en avaient 19. Ils en avaient 24 parce qu'ils étaient alliés avec le parti de Tzipi Livni. Mais en réalité, il y avait 19 travaillistes à la Chambre et là, ils sont à 6. Donc, une partie de ceux qui auraient pu voter travailliste cette fois-ci ne l'ont pas fait. C'est très clair parce qu'ils voulaient renforcer le plus possible la coalition bleu-blanc. Et je dirais que ça a assez marché. Donc il y a une déperdition, il y a eu un passage vers le groupe centriste. Cela dit, il est tout à fait clair que le Parti travailliste doit se reconstruire. Et à mon avis, il ne pourra pas le faire avec le président qu'il a actuellement. Qui est un président qui est venu de la droite en plus. Ouais. Oui, il avait participé à un gouvernement de Netanyahou. Après, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans les questions sociales. Il a visité des hôpitaux, il a parlé de réforme de santé, mais je pense que c'est pas qu'il n'a pas réussi à parler au social, économie, aux classes populaires, aux classes moyennes, c'est qu'il n'est pas audible. Voilà, il n'est pas du tout audible. Et je rajouterai un élément à ce que vous disiez par rapport au déclin du Parti travailliste. Le Parti travailliste, encore aujourd'hui, est associé au processus d'Oslo des années 90. Et il porte ça pour ceux qui nous écoutent, le processus d'Oslo. Le processus d'Oslo, qui sont les accords d'Oslo signés entre Isaac Rabin et Yasser Arafat en 94, je ne dis pas de bêtises. Donc ça devait s'orienter vers un État palestinien, un processus de paix. Bon, ça a été arrêté. Mais voilà, ils portent ça comme une croix quasiment, alors que nous, de notre point de vue, on voit ça comme quelque chose de positif, qui a été interrompu par Netanyahou, par les faucons. En Israël, c'est un peu l'inverse. On a vu ça comme une période où on a failli donner un État aux Palestiniens, c'était une mauvaise chose. Heureusement qu'on l'a pas fait, c'est ça un peu le discours. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que le déclin dont vous parliez du Parti travailliste correspond d'ailleurs à l'effondrement du processus de paix avec l'échec de Camp David en 2000, et le début de la seconde intifada qui a fini de mettre le dernier clou dans le cercueil pour moi du Parti travailliste, qui n'était absolument plus audible sur les questions de processus de paix. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que l'échec du processus de paix est attribué au Parti travailliste, pas au parti du Likoud. Ouais. Avant qu'on revienne sur la question des annexions dont on parlait tout à l'heure, un mot à l'Indicov. Je lisais un article de vous qui était paru dans Mouvement il y a quelques années. Vous faisiez plusieurs distinctions. Vous disiez le sionisme comme projet de bâtir un État et donc de normaliser politiquement le peuple juif, ça c'est un objectif rempli depuis longtemps. Et vous dites finalement, en fait, ce qui gagne, c'est pas tellement le post-sionisme, c'est-à-dire ceux qui seraient allés au bout de la démocratie libérale, qui aurait séparé l'État et l'ethnicité. Vous dites ce qui est en train de gagner, finalement, c'est le néo-sionisme, c'est-à-dire c'est d'aller plus loin encore que le sionisme et d'attribuer au peuple juif, conçu en des termes exclusifs, une sorte de mission divine, quoi. Pour vous, Netanyahou, il porte ça ? Oui, je crois qu'il est tout à fait dans cette lignée du néo-sionisme. C'est-à-dire, en fait, ça associe des nationalistes comme lui, mais qui ne sont pas religieux, à des religieux purs et durs qui sont en fait les gens sur le terrain, parce que ceux qui sont dans les colonies les plus militantes sont religieux, sont des sionistes religieux, pas des ultra-orthodoxes, mais des sionistes religieux, très clairement. C'est-à-dire que pour eux, il y a une association entre l'engagement politique et la mission religieuse, et l'engagement religieux. Oui, je pense qu'il est en train de gagner, et je dirais que ça se traduit par exemple par l'adoption l'été dernier de la loi sur l'État-nation, comme Israël comme État-nation du peuple juif. C'est une traduction de cela. Et je pense, sans beaucoup de risque de me tromper, que le Netanyahou, au cours de son nouveau mandat, va essayer d'accentuer cette dimension, y compris par le biais de la législation, de renforcer le pouvoir exécutif, de limiter autant que faire se peut. Ils ont déjà commencé, mais pas assez de son point de vue le pouvoir des juges. Il y avait aussi une attaque assez claire contre la presse. Je ne sais pas si vous l'avez vu en couvrant la campagne, où il y avait 4 photos de journalistes et où il y avait écrit « Ils ne choisiront pas pour vous ». Bon, c'est clair. Ça veut dire « Ne vous laissez pas impressionner. Ils vous disent qu'on va perdre, etc. » Non, ou ils veulent vous influencer négativement. Restez fidèles à vos positions et votez pour nous. Oui.
Thomas, en plus donc de cet affaissement de la morale publique, on va dire, est-ce que tu vois aussi Netanyahou aller vers une fuite en avant sur la question palestinienne? Et je pense que la grande... Il en a les moyens. Est-ce que c'est crédible au fond quand il parle d'annexion justement de ce qui reste encore comme territoire palestinien? Est-ce que c'est crédible? Je pense que la grande erreur qu'on a fait pendant des années par rapport à Netanyahou, c'est de le prendre pour quelqu'un qui a été pragmatique. Bon, il a beaucoup été écrit que c'était quelqu'un de pragmatique qui a rangé ses alliances, etc. Et en fait, les gens qui connaissent bien, qui ont travaillé sur lui, disent non, en fait, c'est un idéologue. Il faut lire ce qu'il a écrit dès les années 90. Il faut se référer à son père, qui a été secrétaire quelque temps du sioniste Jabotinsky, même si c'était pas il n'a pas été un de ses proches. C'est normalement quelqu'un qui porte ce courant. Jabotinsky qu'on classerait plutôt extrême droite, quoi. Voilà, oui. Non, je dirais plutôt la droite conservatrice. Mais messianique, voilà. C'est Eretz Israël, c'est le grand Israël. Jabotinsky était très rationnel, en fait. C'est plus le Likoud d'aujourd'hui est quand même assez différent du Likoud des origines, dans le sens où le Likoud des origines était certes un parti conservateur, il y a pas de doute, mais où il n'y avait pas toute cette dimension-là. Cette dimension-là est venue surtout à partir des années 70, en réalité. C'est-à-dire que là, la guerre des 6 jours a eu des effets dans la vie politique intérieure, et en particulier a fait émerger ce messianisme qui n'existait pas auparavant. Avant, vous regardez l'Israël de 49 à 67, bon ben voilà, il y a des alliances, on est dans une logique assez rationnelle du politique. Le religieux est quasiment inexistant, quoi. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a du changement. Parce que là, le discours est totalement différent. Voilà, donc effectivement, Netanyahou a cette empreinte idéologique très forte. Et qui plus est, après, il y a la cuisine électorale, puisqu'il a à peu près 35, je crois qu'il a 35 sièges. Il lui en faut 61 pour être Premier ministre. Donc, il va en récupérer à 25, 26 du côté de l'extrême droite, qui est à la fois nationaliste et religieuse, ou nationaliste ou religieuse, mais il y a les deux. Et donc, il faut qu'il leur promette des choses. Et sa déclaration, je crois que c'était le jour du vote ou le jour d'avant, en disant on réfléchit à l'annexion de certaines colonies, etc. C'était un message envoyé en disant voilà, je vous donne des gages. Absolument. Et il va falloir qu'il leur donne des gages. Et donc voilà, comme disait Johan, il y a des colonies, ça changera pas grand-chose entre guillemets de les intégrer à Israël, puisque de toute façon elles sont no man's land pour les Palestiniens. C'est des enclaves israélienne en territoire palestinien. Donc voilà, je pense que Netanyahou va aller vers ça. Alors après, Netanyahou est aussi un malin, il fait attention, c'est-à-dire que sa déclaration n'était pas aussi forte que celle de ses potentiels alliés. Tout à fait. Là, il apparaît de certaines colonies, on verra lesquelles et comment on les annexe. Il est très au courant des lignes rouges, mais exactement. Les lignes rouges bougent quand même. C'est-à-dire voilà. Donc on peut penser qu'il va donner des gages, qu'il va annexer les colonies, mais c'est pas garanti qu'il récupère toute la Palestine historique. Non. Ouais. Mais Joanne, quand on préparait cette émission, vous me disiez, mais finalement, ça, la position de Netanyahou, sa victoire en tout cas, empêche maintenant le camp de la paix traditionnel, on va dire, de se cacher derrière son petit doigt, de continuer à faire semblant de croire à la solution des deux États, quoi. Un État palestinien aux côtés d'un État israélien. Pour nous, on arrive un peu comme ça à la fin d'un cycle et au fond, à l'idée que cette solution à deux États est plus possible, ce qui était déjà très débattu, puisque vous le disiez, ce qui reste de territoire palestinien, on emploie souvent cette image de l'archipel, il n'y a aucune continuité territoriale, quoi. C'est ce que je vous disais effectivement quand on a préparé cette émission. Le seul point positif à mes yeux de cette élection, c'est qu'on est obligé d'appeler un chat un chat. On appelle enfin un chat. C'est-à-dire que là, on ne peut plus effectivement se cacher derrière un espèce de rideau de fumée discursif de oui, on va avoir un momentum d'opportunité pour réussir à négocier la solution à deux États. Vous avez cette espèce de différence, de delta entre le discours officiel des diplomaties occidentales et des diplomaties du monde entier d'ailleurs, mais de la diplomatie palestinienne également, qui se sont embourbées dans une espèce d'inertie institutionnelle avec des décennies de résolutions de l'ONU qui sont toutes paramétrées par la solution à deux États, qui font qu'il n'y a pas de plan B, à savoir tout le monde sait. C'est ça, c'est le grand paradoxe, c'est que officiellement tout le monde défend la solution en deux États et tout le monde a cette rhétorique de ça va arriver, on va y arriver, il va y avoir un momentum, il faut de la pression, etc. Mais quand vous parlez en off à des diplomates et des ambassadeurs, absolument tout le monde sait que ça n'existe plus, c'est fini en fait. On le sait à partir du moment où le mur, où on a eu ce mur qui a pratiquement fini de couper Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie et maintenant on va avoir probablement l'annexion des blocs de colonies les plus proches de Jérusalem à l'intérieur de la banlieue de Jérusalem telle que conçue par Israël. C'est fini. Mais sauf que jusqu'à présent, quand je discutais avec des diplomates justement pour mes recherches, je leur disais mais si vous êtes au courant que c'est fini, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que, ils disent on attend.
Mais vous attendez quoi? Ils disent, on attend. Mais pourquoi est-ce que vous avez quelqu'un qui travaille sur un plan B? Enfin, est-ce que vous n'avez pas un stagiaire sous-payé dans un placard qui a fait une note de recherche là-dessus? C'est pas possible. Enfin, c'est pas très compliqué de travailler un petit peu là-dessus. Ils ont dit non, on n'a pas, parce que ça divergerait de notre politique, enfin, de nos orientations officielles de politique étrangère. Ça divergerait de 70 ans maintenant, plus de 70 ans de travail de l'Union, de la communauté internationale et de multilatéralisme et de relations même bilatérales et de reconnaissance de l'État palestinien par l'État palestinien reconnu par combien? 120 États peut-être, je crois. Ça divergerait de tout ça. Il y a une telle inertie bureaucratique et institutionnelle autour de la solution à deux États qu'on ne peut pas dire que c'est fini. Parce que si on dit que c'est fini, les gens pensent que ça va être un vide politique qui va se créer et qui va mener à une guerre civile. Les gens sont terrorisés à l'idée, en tout cas les diplomates sont terrorisés à l'idée de dire que si officiellement maintenant toutes les diplomaties occidentales, qui vont de toute façon être forcées à se positionner sur la question très très rapidement, disent que c'est fini, que la solution à deux États n'existe plus, ok, qu'est-ce qui reste sur la table? Solution à un État. Mais quel État en fait? Est-ce qu'on parle d'un État binational démocratique qui donne, c'est-à-dire le même droit à tous ses citoyens, ou est-ce qu'on parle d'un État d'apartheid tel que l'a connu l'Afrique du Sud, qui privilégie un groupe ethnique ou religieux sur les autres communautés minoritaires? Malheureusement, les faits font qu'on va plutôt vers la deuxième solution à l'heure actuelle. Ouais, alors est-ce que, parce que Thomas, dans un de tes papiers à l'occasion de cette élection, tu disais finalement que l'alternative donc à cette solution à deux États qui n'arrive pas et dont tout le monde a l'air de savoir qu'elle n'arrivera presque peut-être jamais, c'est le statu quo. Sauf que lui, le statu quo, c'est un faux statu quo. En fait, la situation continue à évoluer sur le terrain vers... Voilà, la solution... Ça continue à évoluer sur le terrain, donc il y a des annexations, il y a des colonies qui sont construites qui empêchent la constitution d'un État palestinien, de facto. Et après, effectivement, moi j'ajouterais à ce que disait Johan Deas, que les Palestiniens eux-mêmes voulaient un État. Et ils continuent à proclamer ça. Et ce que l'on est en train de voir, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que dans les enquêtes d'opinion, il y a de plus en plus, notamment chez les jeunes, qui abandonnent cette idée à deux États. Mais il y a encore quand même une majorité de Palestiniens qui veulent leur État. Donc dire aussi, vous n'aurez pas d'État, c'est aller à l'encontre des Palestiniens, et surtout pour les diplomaties étrangères, de dire il n'y a pas deux États, il n'y a plus qu'un seul État, c'est donner les clés entre guillemets au gouvernement israélien, et donc aujourd'hui un gouvernement de droite et d'extrême droite, et voilà, la c'est celle-là, quoi. C'est paradoxal parce que dans les rares gens de gauche qui disaient faut abandonner la solution à deux États, on voit bien que c'est plus crédible. Eux militaient pour un État binational mais sur un mode démocratique. Or là, ce qui a le plus de probabilité de se produire, c'est une sorte d'État binational version cauchemardesque apartheid. Alain Dikoff, vous partagez ce sombre diagnostic? Il y a un binationalisme de fait, évidemment, puisqu'il y a quasiment parité entre les deux groupes. Il y a malgré tout une grande différence, et je pense qu'il faut faire attention, c'est la différence de statut. La différence de statut, c'est que du côté juif, les choses sont claires, ils sont tous citoyens. Du côté palestinien-arabe, c'est différent. Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler qu'il y a déjà des citoyens arabes en Israël qui n'ont pas les mêmes droits. Les différences de statut, ça a énormément d'importance. C'est-à-dire que ceux qui sont tout en haut, c'est-à-dire que ceux qui sont le plus proches des juifs quelque part, c'est les citoyens arabes d'Israël, qui sont quand même 1 300 000, donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, vous avez les Palestiniens de Jérusalem, qui ont quand même un statut différent, parce que ils ont le statut de résident, ils peuvent circuler beaucoup plus facilement, donc ils ont aussi quelques avantages à conserver malgré tout. Ensuite, vous avez ceux de Cisjordanie qui sont en dessous, et puis tout en bas, vous avez ceux de Gaza qui quasiment peuvent pas bouger, quoi. Donc, ça veut dire que les Palestiniens sont divisés parce qu'ils sont dans des conditions différentes. Et donc, unifier tout le monde autour du même objectif, c'est très difficile. Parce qu'évidemment, les Palestiniens d'Israël sont aussi pour un État palestinien, sauf que eux, ils sont en même temps citoyens d'Israël. Donc, ils peuvent militer pour un État, mais quelque part, ils militent pour d'autres. Il n'y a pas de front commun. Et ça, quelque part, évidemment, ça objectivement, je dirais que ça favorise Israël dans la gestion des Palestiniens, parce que précisément, elle joue aussi sur cette différence de statut et sur certains droits que les uns ont, qu'ils ne veulent évidemment pas perdre, et alors que d'autres, évidemment, n'ont pas grand-chose à perdre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de droits. Donc c'est vrai que moi je pense qu'il y a un binationalisme de fait. Mon sentiment, c'est que, étant donné le rapport de force, les choses peuvent continuer comme ça, mais en effet, c'est un statu quo évolutif, ça n'a jamais été un statu quo statique. Et Netanyahou, je suis absolument d'accord, il a fait cette annonce sur l'annexion des colonies parce qu'il voulait précisément mobiliser à la fin du parcours pour être sûr qu'aucune voie lui manquait. Ça a plutôt marché.
Est-ce qu'il va vraiment le mettre en œuvre? Il sera prudent en même temps. Je pense que ça dépendra beaucoup du soutien implicite ou explicite qu'il pourra avoir de l'administration Trump. Ça comptera énormément. C'est-à-dire que s'il sent que vraiment l'administration américaine pense que là c'est peut-être le coup de trop pour le moment, il sera très prudent. Oui, mais ça lui posera des problèmes internes parce que même s'il paraît en effet, et il l'est quelque part comme un faucon, il a à côté de lui des gens qui sont 150% des idéologues purs et durs qui considéraient que le moindre petite chose qu'il avancera sera une concession. Ça, il faut le savoir. Donc, il peut perdre une majorité aussi. C'est ça le paradoxe dans lequel il va se trouver. Johan, ce sera le dernier mot, peut-être sur le soutien de Trump. C'est vrai que c'est la première fois qu'on l'évoque et c'est quand même important. C'est très important justement parce que justement c'est pour ça que je disais, on parlait de ligne rouge qui bougeait. Netanyahou est un très fin stratège qui sait parfaitement ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire et qui est extrêmement attentif à l'image qu'Israël renvoie au monde et que l'image que le monde a d'Israël. C'est pour ça qu'on a une grande campagne diplomatique qu'il a lancée partout dans le monde. Bon, évidemment, il surfe évidemment sur la vague nationaliste identitaire qui ravage à l'heure actuelle toutes les démocraties du monde, notamment le Brésil, notamment effectivement les États-Unis. On peut compter aussi Viktor Orban, Matteo Salvini, etc., etc. Mais effectivement, toutes les conditions diplomatiques à l'heure actuelle sont totalement favorables à Netanyahou pour pouvoir lancer son projet d'annexion et pour pouvoir continuer comme il l'a fait. La communauté internationale est absolument impuissante, voire démissionnaire sur le sujet. Trump, de toute façon, va protéger au niveau multilatéral, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, ça c'est pas un changement politique. C'est très très rare pour les États-Unis de ne pas mettre de veto à une résolution, depuis en tout cas les années 1970, de ne pas vétoiser une résolution qui pourrait menacer Israël au niveau multilatéral. Donc, Netanyahou sait que de toute façon, il a le soutien inconditionnel de Trump et les quelques fuites qu'on a eues du plan de paix, le fameux Deal of the Century américain, sont catastrophiques. Deux choses intéressantes. La première, c'est qu'apparemment, c'est le plan de paix le plus long en termes de pages qui ait été écrit par une administration américaine depuis le début du processus de paix. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a un plan de paix qui n'en est pas un, c'est-à-dire c'est un plan de paix qui va complètement confirmer la direction que veut prendre M. Netanyahou. Et c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a maintenant M. Netanyahou qui est capable d'avoir un discours qu'il a à l'heure actuelle, puisqu'il est dans un trio gagnant de nationalistes, une espèce de triade entre à la fois Benjamin Netanyahou, Trump et Poutine. On a quand même un petit État qui a réussi le miracle diplomatique d'être une espèce de jointure entre deux superpuissances qui sont complètement, que tout a opposé pendant des décennies. Vous avez quand même, au niveau de la région la plus enflammée du globe, Benjamin Netanyahou qui est capable de faire s'entendre, en tout cas de ne pas faire se confronter directement les États-Unis et la Russie, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un pays de 9 millions d'habitants. Très bien, merci à vous pour cet échange. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Et puis bien sûr, voilà, inutile de le dire, c'est un dossier qui sera suivi sur Mediapart à travers des articles, des vidéos comme celle-ci. Merci de nous avoir suivis et retrouvez nos vidéos donc sur notre page YouTube et sur le site évidemment.